Bonsoir, merci de suivre ce magazine. C'est bel et bien deux sons de cloche que vous suivez, une émission débat contradictoire, une production de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Deux invités ce soir sur ce plateau. Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes face à Abraham Lwakabwanga. Abraham Lwakabwanga, vous êtes secrétaire national adjoint à la communication de l'UDPS, donc communicateur de cette formation politique également. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous clôturons aujourd'hui le thème que nous avons lancé au début du mois dernier, le mois de mars. C'est-à-dire que nous parlons de l'après 23 décembre, le processus électoral en RDC après 23 décembre. Y aura-t-il une élection en cette date-là, au cas où cela ne se ferait pas, ce qu'il y aurait une alternative, tout ça on en parle. C'est le sujet que nous clôturons aujourd'hui, mais il y a un autre point qui fait l'actualité, c'est cette question-là qui oppose la RDC à la République de France. Lors du tête-à-tête avec le président rwandais à l'Élysée, la semaine passée, le président Emmanuel Macron avait déclaré à propos de la RDC que la France soutiendrait l'initiative prise par le président de l'Union africaine, Paul Kagame, en lien étroit avec le président de l'Angola, Joao Lourenço. En réaction, le gouvernement congolais qui s'étonne que l'on puisse parler du Congo sans les Congolais réclament des explications au propos du président français. Voilà, c'est un extrait d'une dépêche que je viens de lire qui nous permet de lancer le débat avant d'entamer notre thème principal. La réaction de Papi Tamba sur cette question qui oppose la France à la RDC. Non, la France n'est pas opposée à la RDC. Je crois que nos deux ambassades fonctionnent normalement. Il y a juste l'ambassadeur de la France à RDC qui a été reçu par le vice-premier ministre en charge de notre diplomatie, c'est-à-dire en charge de la politique étrangère, qui a posé des questions, qui a demandé des clarifications. Pourquoi c'est là? La raison est toute simple. Le président Paul Kagame, président d'exercice de l'Union africaine, n'a pas de position individuelle par rapport à l'Union. À l'Union, tout ce qui se passe là-bas, comme le mot l'indique, c'est une communauté des États qui essaie d'élever l'option et la RDC a participé par rapport à ces résolutions. Ces résolutions-là doivent être portées par l'Union. Alors que le président Paul Kagame n'est pas parti en France au nom de l'Union africaine, mais c'est dans les relations bilatérales, le Rwanda et la France. Et lorsqu'ils évoquent des sujets qui touchent leur pays, ça ne peut pas déranger aucun autre Congolais. Même amener dans les menus de leur discussion la matière congolaise, même s'il est présent l'Union africaine, je crois que ça commence à poser un peu de problèmes où nous devons demander des clarifications, surtout qu'il y a un précédent. Le précédent, c'est qu'une organisation, UNG, va organiser, libre à cette organisation, un forum au Rwanda, qui est un pays voisin, mais invite aussi dans ces forums la matière congolaise. Et le président Paul Kagame prend la parole avec des propos qui sont à la limite d'une insulte contre notre nation. Et dans la salle, nous avons vu un Congolais, ami de Lwakabwanga, qui souriait et qui même était sur les points d'applaudir et qui accompagnait cette prise de position. La RDC, à ce stade précis, tout en étant sereine, demande seulement à la France de clarifier sa position, comme aussi elle a demandé au Rwanda. Des propos du président Macron. Plus d'arrogance les premiers jours avec Paul Kagame, moins d'arrogance les deuxièmes jours avec le président angolais, mais qui, prenant la parole après le président Macron, va rappeler les principes sacro-saints de ce que les Congolais aimeraient bien vivre dans leur pays, c'est-à-dire que la matière électorale relève d'abord de la souveraineté de la RDC. Ces propos sont sortis du président angolais. Donc, pour nous, nous pensons qu'il peut y avoir un problème peut-être de termes mal bien placés, il peut y avoir un problème d'incompréhension. Les réponses viendront par voie officielle et la RDC va tirer les conséquences. On n'a pas de problème particulier avec la France, qu'il faut le dire ici. Nous a soutenus au Conseil de sécurité dans plusieurs dossiers. Voilà. Ok. 3 minutes de temps de parole, Abraham Lwakabwanga.
Madame, je voudrais d'abord ici faire constater au peuple congolais que M. Papi Tamba, communicateur de la majorité, reconnaît devant ses caméras que Moïse Katumbi, il n'a pas voulu le citer, est congolais, non italien. Je reviens rapidement pour dire que ce qui se passe à l'international est en fait une résultante de la mauvaise gestion interne quant à l'organisation de ces élections. 5 ans passés, nous avions espéré, elles ne sont jamais arrivées. Nous avions été à la Cinco, nous avions signé un document parlant de 2017, toujours pas. Nous avons demandé l'application d'un accord que tout le monde a reconnu. Et aujourd'hui, le bas blesse. Pour quelle raison? Parce que en face de nous, tiens, comme par hasard, dans la commune où habite mon co-débatteur, il y a une grande affiche de Joseph Kabila qui revient et on voit en lui la possibilité de devenir un candidat. Alors que rien, constitutionnellement, et encore, suite à cet accord, ne lui octroie ce droit-là. Face à ce danger que tous les Congolais voient, mais qui malheureusement ne peuvent l'exprimer dans les rues, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent, c'est le cas de Rossi, il risque d'attraper une balle ou se retrouver dans les géoles de la République, la diplomatie menée par l'opposition et le constat fait par les différents ambassadeurs de ces pays, dans ce pays, la RDC, font que l'on nous amène dans une gestion, je peux dire, un peu paternaliste. C'est malheureux de voir un pays comme l'Angola, excusez-moi de le dire, qui a eu son indépendance après que Mobutu ait été aux Nations Unies et qu'il y ait d'autres pressions. 76, c'est un pays qu'on a vu venir accéder à l'indépendance. Le Rwanda à nos côtés, petit pays certes, qui est peut-être une province du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, et que dire du Congo en face? Ceci montre, madame, que la gestion de ce pays, par ceux qui aujourd'hui, depuis des années, nous font ravaler ce qu'ils nous font ravaler, est tellement cavalière qu'en dehors de cela, des personnes se sont mises ici en place pour pouvoir trouver une solution. Pourquoi, madame, aujourd'hui entendre ce discours, un discours, je peux dire, irresponsable de certains? Lorsque j'entends M. Lambert Mende déclarer que la RDC a ce qu'il faut pour répondre, je suis interloqué en me disant, mais tiens, à Bunia, à Beni, l'ADF, Nalou, pas plus loin que chez moi dans le Kasaï central, nous avons vu ce que nous avons vécu, mais de quelle armée parle-t-on? Pourquoi on veut aller en guerre? Si on veut aller en guerre, vous savez ce qu'on fait? D'abord, on rompt les relations diplomatiques. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC est-elle capable, lorsque je regarde mon co-débatteur, capable aujourd'hui de dire non à M. Paul Kagame? Avec des cas comme Bosco Tanganda, général dans l'armée congolaise, qui lorsqu'il est arrêté nous dit il est rwandais. Combien avons-nous de personnes de double nationalité dans ce pays qui ont des liens directs avec le Rwanda? Ce que nous voyons, madame, ici, c'est simplement une volonté de cette communauté internationale, si je peux le dire, malgré que ceux qui se sont engagés dans ces débats ont tous réussi un putsch chez eux. Paul Kagame. Oui, c'est vrai, en matière de démocratie, il n'est pas un modèle. Il a réussi à Denis la Sassou Constitution et il brigue un troisième mandat. Et je tiens à rappeler que lorsque ceux-là ont réussi à faire passer leur volonté, je chute, la RDC n'a jamais bronché. Au contraire, la RDC a toujours gardé un ambassadeur et si pas, a été représenté à très haut niveau lors de la prestation de serment de ces différentes personnalités. Donc aujourd'hui, qu'on ne nous amène pas sur un faux débat. Le débat, c'est avoir des élections le 23 décembre 2018. Le débat, c'est M. Joseph Kabila, vous n'avez pas droit de vous représenter. Ne nous faites pas avaler les couleuvres au travers M. Mirindi ou encore d'autres personnalités. Arrêtez de nous bâcher avec vos drapelets sur toute la ville de Kinshasa et votre nouveau slogan, Kabila Lobby, Lelo, Libela. J'ai l'impression de revivre le mobutisme d'antan. Je crois que si tous ces signaux, madame, sont mis de côté, et surtout l'application de l'accord, ouvrez les portes. Ouvrez les portes des prisons, laissez-nous, comme vous le faites aujourd'hui, madame, bravo, ouvrez les portes des médias, ouvrez les portes des prisons et que chacun puisse aisément pouvoir s'exprimer et que nous allions donner l'occasion au peuple congolais de se choisir enfin, alors que ça aurait dû être fait en 2016, son prochain président et les autres. Ah, le débat est ailleurs. Les élections décembre 2017, 18. Merci beaucoup, mais je crois que nous pouvons toujours lier son intervention par rapport au débat. Abraham Moulokabanga prend le temps
d'essayer de nous amener dans une interprétation abracadabreste de la Constitution, alors que j'avais bien vu son visage au mois de septembre 2016, lorsque eux nous ont sorti un terme qui devait faire bondir tous les Congolais dans leur forum qu'ils ont appelé Transition sans Kabila. Si je comprends bien, l'IDPS veut aujourd'hui nous faire comprendre, madame, que la transition sans Kabila est plus constitutionnelle que d'exprimer sa liberté de penser, d'afficher un quelconque, permettez-moi l'expression, une quelconque au fait affiche, permettez-moi cette tautologie, que Kabila, mon candidat. Mais attendez, avant de revoir si vous ne le savez pas, les choix d'un candidat, mais il est volontaire, il est personnel. Mais faudrait-il que sa candidature soit recueillie par la CENI, dans le strict respect de la loi électorale, et validée par la Cour constitutionnelle? On n'empêche pas à un citoyen de se choisir un candidat. Même si ce candidat-là, in fine, peut être invalidé. Sur base de quoi vous allez maintenant focaliser toute une philosophie par rapport à une affiche d'un citoyen congolais? Vous voulez que nous puissions dire des choses clairement ici sur ces plateaux? On est là pour ça. Allez tout simplement revoir vos cours de droit constitutionnel et vous essayerez d'arrêter de mal orienter les peuples, ou surtout vos militants, parce que les peuples ne vous suivent plus. La transition sans Kabila, c'est là les problèmes dans notre pays. Et si vous voulez que la communauté internationale puisse monter au créneau, il devait plus monter au créneau par rapport à ça. Parce que ça, c'est le schéma anticonstitutionnel et logiquement parlant, politiquement parlant, c'est un schéma qui ne tient pas. C'est vrai que Moïse Katumbi a une maman congolaise. Qui peut lui retirer le fait d'avoir une maman congolaise? Il reste sur le plan sociologique congolais, mais ce que nous disons, pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Or, lorsque, selon l'article 10 de notre Constitution, vous avez perdu votre qualité de congolais d'origine, vous ne pouvez pas être candidat président de la République. Donc, chantez partout, invitez tous les chefs coutumiers. Dites que Moïse Katumbi est congolais et ajoutez même que Papi Tamba vient l'appeler congolais. Mais allez-y convaincre la Cour constitutionnelle. Allez-y convaincre la CENI pour que sa candidature soit recueillie. Qu'il amène la preuve de sa demande de réintégration ou bien sa demande peut-être de reprendre sa nationalité perdue de Congolais d'origine. Que Moïse Katumbi renonce aussi à sa nationalité grecque. Je vais me limiter là puisqu'il en a d'autres. Les problèmes des débats, il ne faudrait pas que vous puissiez les déplacer là où les débats ne se trouvent pas. En essayant d'utiliser, de profiter de certains propos peut-être que vous pouvez comprendre aussi à votre manière. Monsieur Abraham, vous nous parlez ici de Paul Kagame. Je suis très gêné. Je suis très gêné, monsieur Abraham, parce que je sais ce que vous pensez de lui. Pour avoir été dans la Pareco. Je sais. Qu'est-ce que vous avez sorti comme théorie dans notre pays? Était-elle fausse? J'ai dit, je sais ce que vous... Non, aujourd'hui, vous semblez être adulé par la personne. Les problèmes, vos propos vous acquisent. Non. Ce n'est pas Papi Tamba. Vous allez suivre la rediffusion de l'émission. Vous semblez aduler la personne. Si je comprends bien, la haine si la personne du chef de l'État, pour vous, est plus importante que tout autre fait ou toute autre chose dans ce monde. Quelqu'un, quand vous pensez que la personne est de connivence avec les chefs de l'État, vous les haïssez, mais vous ne les haïssez pas. C'est parce que vous haïssez les chefs de l'État. Et si demain, cette personne-là prend une position que vous pensez être contre les chefs de l'État, la personne devient votre ami. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de cohérence pour vous qui êtes un intellectuel dans ce genre de procédés. Moi, je n'ai rien contre le président Kagame. Je voudrais seulement qu'il sache que la République démocratique du Congo n'est pas un paillasson où il peut venir essuyer les pieds de ses forfaits. Je voudrais juste qu'il sache, et ça, ce message-là vaut pour n'importe quel président voisin, qu'il sache tout simplement que la République démocratique du Congo a seulement besoin de se faire respecter. Et demander à se faire respecter, M. Abraham Lokabanga, n'est pas une insulte. Nous n'insultons personne. Nous demandons tout simplement aux amis
que quand ils veulent parler de nous, que nous soyons associés. Je pense que si nous devons maintenant prendre les problèmes sur les plans minimalistes, vous n'aimerez pas, même si les gens ont la bonne volonté de vouloir vous aider, mais qui parlent de votre vie sans vous. Vous n'aimerez pas les faire. Alors, pourquoi est-ce que dans certaines matières dans notre pays, nous ne pouvions pas tout simplement réfléchir en tant que Congolais et patriotes? Oui, concluez s'il vous plaît. C'est-à-dire éviter de contredire même là où il n'y a même pas matière à contredire. Vous êtes Congolais, toutes mes condoléances, j'aurais dû commencer par là, j'ai appris ce qui vous est arrivé, mais vous avez eu un papa qui a fait l'histoire dans ce pays. Je pense qu'il a été parmi les 13... je ne sais pas s'il était parmi les 13, mais en tout cas, c'est un grand pionnier de l'UDPS, un Congolais de sang, un Congolais qui a aimé ce pays, à sa manière. Je crois que si aujourd'hui, il pouvait revenir au monde, sur ces points-là, il vous dira, Abraham, parlez Congo et parlez Congolais, mais n'appuyez pas section contre votre pays. Essayez de respecter la mémoire de votre père, c'est tout ce que je vous demande. Merci. Madame, 5 minutes de temps de parole. Merci beaucoup. Vous savez... vous parliez élection, mais est-ce que ça se prépare bien à l'UDPS? Oui, madame. La commission électorale permanente a été mise sur pied. Jacquemin Chabani, que les Congolais connaissent, a été élu président. Il attend sa notification par le président du parti. Mais j'aimerais vous dire que nous battons le fer et le bon. Mais cependant, pour revenir aux élections, parce qu'il faudra que je recadre quand même mon ami et frère Papi Tamba, parce que je lui reconnais cette nationalité congolaise à 100%. Madame, je voudrais dire que nous avions été invités par M. Corneille Nangaa, UDPS. Et une grande délégation conduite par M. Augustin Kabouya et d'autres amis du parti ont été avec un mémo, 40 questions, que nous avions déposées auprès de la CENI il y a environ 60 jours et pour lesquelles nous attendons jusqu'à ce jour les réponses. Nos questions étaient d'ordre technique. Nous voudrions savoir comment la planification et surtout notre problématique était basée sur cette fameuse machine à voter. Parce que nous voudrions avoir un peu plus d'éléments. Donc ici, je circonscris, parce qu'on n'est pas encore à ce point-là, pour dire que, contrairement aux années où l'UDPS a fait la chaise vide, où l'UDPS n'a pas voulu participer, cette fois-ci, nous sommes regardants et nous allons aller jusqu'au bout. Et nous espérons que ce processus pour lequel nous nous sommes battus, avec notre président qui n'est toujours pas enterré aujourd'hui, qui est sans doute le président, le père de cette démocratie, parce qu'aujourd'hui nous voyons que nos amis de la majorité se sont accoquinés cet adjectif pour qualifier le président de cette République de père de la démocratie, ce qui est complètement faux. À sa naissance, il y avait déjà la démocratie dans ce pays, même avant qu'il ne soit vivant. Maintenant, je reviens, parce que j'ai entendu des grandes choses ici. Vous savez, madame, l'irresponsabilité de ceux qui ont géré ce pays depuis avec Joseph Kabila, avec leur majorité, fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je voudrais vraiment, sur lequel je voudrais mettre l'emphase, entraîne que leurs anciens alliés, qui pour des raisons pratiques, qui sont lesquels les intérêts, le Rwanda est devenu aujourd'hui l'un des premiers pays producteurs de coltan, et si pas d'autres matières premières, pour la seule et unique raison que nos frontières sont poreuses. Et je me tourne vers Lambert Mende pour dire, mais cette fameuse armée que vous dites, elle est où? Ça fait 2 fois de suite que vous le citez. Je l'aime beaucoup, il le sait, c'est d'ailleurs un ancien de l'UDPS, je le salue là où il est. Mais j'aimerais, madame, excusez-moi, que nous fassions, parce que nous, ça nous fait mal de nous dire, que la RDC a bénéficié de la coopération belge, la coopération française. On a formé des unités militaires ici. Même les Américains sont venus. Où sont ces troupes d'élite? Et pourquoi ne sécurisent-elles pas ce pays de la manière où ça devrait se faire? C'est là où le bas blesse. Lorsque j'entends le communicateur du gouvernement dire « nous avons ce qu'il faut », je me dis « mais tiens, face à l'ADF Nanou, c'est là que j'aurais voulu vous voir. J'aurais voulu vous voir dans d'autres points, sécuriser nos frères et sœurs de l'Est qui, chaque jour, subissent ces sévices. » Mais pour revenir à notre ami Paul Kagame, partenaire bien connu de la majorité présidentielle, j'aimerais simplement dire, madame, qu'aujourd'hui, ils bénéficient de quoi? C'est eux qui leur donnent cette occasion-là, cette irresponsabilité-là que vous avez. Vous soufflez le chaud et le froid. Est-ce que Joseph Kabila sera-t-il candidat? Il faut qu'il se prononce, qu'il le dise. Je ne le serai pas. Ça ne coûte rien.
Mais aujourd'hui, on le voit où? Il est dans le Katanga en train d'inaugurer. On a l'impression que monsieur ne veut rien lâcher. Hier, c'était madame qui inaugurait. Aujourd'hui, monsieur... C'est l'État qui est là. Madame, excusez-moi. Il s'inscrit il s'inscrit dans un futur. Or, aujourd'hui, il doit s'inscrire dans le passé et expliquer aux Congolais que voilà ma démarche, j'espère léguer à ce pays telle ou telle chose de manière à ce que nous puissions avancer. Ce n'est pas le cas. Et surtout que Papi Tamba me dit que libre à toute personne, mais j'aurais voulu entendre quelqu'un de la majorité dire on n'est pas d'accord. Qui a fait placer ces fameuses pancartes qui ne sont pas qu'à Kinshasa, elles sont ailleurs aussi? Qui n'a pas vu dans les réseaux sociaux le responsable, le secrétaire général du parti cher à mon ami faire des déclarations tonitruantes? Il est là, tout ça dans Bongo, il va se faire élire et nous sommes derrière. C'est le discours qu'on entend, le bashing comme on dit en anglais, qu'on entend tous les jours. Face à cette difficulté-là, on se dit, mais tiens, on voit ici en face de nous que quelqu'un veut faire un passage en force. Ceux qui se disent qu'il suffit qu'il y ait un clash en RDC, il y aura 1 million de Congolais qui vont traverser la frontière, vous le savez, ils sont toujours. Par ailleurs, en Angola, j'aimerais que Michel les récupérer, mes frères du Kasaï, qui vivent un calvaire. Est-ce qu'on peut parler d'eux aussi? C'est de cette irresponsabilité-là, madame, qu'un président angolais... Vous y allez dans tous les sens, là. Je ne vais pas dans tous les sens, madame. Je le dis simplement parce que chacun de ces chefs d'État qui a été se retrouver avec Macron a un dossier sur la table. Et ce dossier est vérifié. Il y a plus d'une centaine de milliers de Congolais qui ont traversé, qui sont en Angola, pour lesquels le gouvernement congolais n'a rien fait jusqu'à présent. Et imaginez simplement qu'il y ait demain, qu'il n'y ait pas d'élection dans ce pays, qu'est-ce qu'il y aura? Concluez, s'il vous plaît. Madame, je conclurai en disant ceci, je demanderai à nos amis d'en face d'être sérieux. Nous avions été à la Cinco, nous avions discuté pendant des mois, nous avions signé un accord, et la simple mise en application de cet accord, la simple... je peux dire ici, le sérieux mis par tous les signataires de cet accord devrait permettre à la RDC, au 23 décembre 2018, d'avoir des élections. Qu'on arrête de reculer et de ramener ce pays en arrière. Nous avions essayé ensemble de trouver une paix sociale de Sun City jusqu'ici. Pourquoi à chaque fois, lorsqu'on se rapproche des joutes électorales, le pays chancelle et le doute se crée dans les cœurs des hommes et des femmes? C'est eux qui sont à la direction du pays. Il nous reste 5 mois pour y arriver. J'aimerais, ou 5 ou 6, j'aimerais vraiment qu'ils mettent cette volonté-là et que ceux qui doivent laisser la place aux autres le fassent en toute quiétude et que ce pays puisse avancer. C'est malheureux, madame. Regardez, depuis 2012, ce pays perd ses élites. Les enfants meurent dans les rues et nous n'avançons toujours pas. Est-ce que 2018 devrait être encore une année difficile alors qu'ailleurs, il y a déjà eu d'autres présidents élus? C'est ce que je demande en étant patriote, la main sur le cœur, en disant, mes frères de la majorité, il est grand temps que vous puissiez vous regarder en face. Et si quelqu'un veut faire perdurer Kabila Oumela, il est important de pouvoir lui dire, arrêtez, ceci ne nous sert pas. J'ai l'impression que le souci de nos amis de l'opposition, c'est beaucoup plus la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qui parle des élections. Je crois que nous ne pouvons plus à ce stade précis évoquer l'accord de la Saint-Sylvestre en ces termes. Ceux-là qui l'ont facilité, ils sont allés voir les chefs de l'État en lui disant clairement, je pense que si j'ai bonne mémoire, c'était le 27 mars ou le 28 mars 2017, qu'ils avaient fait 98% des chemins. Il ne restait plus que 2% et ils ont demandé au chef de l'État qui les a mandatés d'essayer de les accomplir enfin, d'atteindre ce que j'appellerais la plénitude de la mise en application de cet accord. Donc la mise en application de l'accord est en fait ces deux points-là ont été aussi définis par eux-mêmes. C'est notamment le choix d'un Premier ministre qui devait être ici du rassemblement et l'installation du CNSA. Donc aujourd'hui, je vois que ce débat-là devient un peu inutile. Mais ce que je dois quand même dire ici, madame, c'est qu'en 2006, l'IDPS renonce aux élections pour une raison principale, qui sont contre la Constitution, avec leur président à la tête. Ils renoncent carrément. Nous ne voulons pas de cette Constitution, nous n'allons pas nous enrôler et nous n'allons pas participer aux élections. La République est tellement solide que la République n'a pas cédé à leurs caprices et il y a eu élection. En 2011, c'est leur président historique qui revient encore pour dire que moi, cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Il a participé aux élections. Nous avons espéré aller jusqu'au bout, c'était intégrer la logique démocratique au sein
de ces militants. Non, il se comporte en mauvais perdant en 2011 et il crée certaines choses. On ne va pas y revenir. Aujourd'hui, l'IDPS conditionne sa participation à la réponse de la CENI par rapport à 40 questions qu'ils auraient posées. Abraham, je vous l'ai dit une fois dans une chaîne concurrente. Je connais votre intelligence et ça peut se vérifier quand vous parlez. Essayez d'apporter une touche à l'IDPS. Vous avez des choses à apprendre à l'IDPS. Vous n'avez rien à apprendre chez eux, M. Abraham. On ne participe pas à une élection parce qu'on répond d'abord à vos questions. Déjà, et l'essence de la concision. On ne pose pas 40 questions dans la vie. Il y a des questions qui peuvent tout de même se rencontrer et être regroupées. Mais deuxièmement, vous avez le temps de parole, M. Abraham. Je vous dis que vous avez des choses à apprendre aux gens de l'IDPS, mais eux n'ont rien à vous apprendre. Je pense que vous pourrez beaucoup plus regarder les choses dans ce sens-là, et puis ils éviteraient d'aller avec 40 questions. Et je pense que vous avez cité le nom d'Augustin Kabouya. Si c'est vous qui avez conduit cette délégation, vous aurez eu moins de questions et vous aurez eu vos réponses. Parce que certaines questions sont infondées. On ne participe pas aux élections dans ces pays parce qu'on doit d'abord répondre à vos questions. Non. Les I de la CENI veut dire indépendance. C'est ce que nous avons bien voulu mettre en place dans notre constitution. Cette institution nous amène dans ce schéma. Il n'y a aucun problème à ce jour pour les élections. La CENI, du moins, ne l'a pas présenté. Nous sommes en train d'enregistrer cette émission le 1er juin 2018. Il nous reste 23 jours pour aligner nos candidats. La CENI, à ce jour, ne nous a pas nos candidats pour les députés provinciaux. La CENI ne nous a pas dit qu'il y aura report. Dans vos plateformes, au lieu de parler, comme vous essayez de le faire, de penser qu'il y a un problème en gestation dans ces pays, préparez vos candidats. Nous sommes plus ou moins informés. Nous savons que vous ne préparez rien. Vous n'êtes même pas à ce jour à mesure de présenter des listes de ceux qui peuvent être vos candidats, même par rapport à vos différents regroupements. Nous sommes informés. C'est faux. Libre à vous avec votre conscience, nous sommes informés. Vous ne préparez rien à 23 jours. Parce que cela peut se vérifier dans vos propres déclarations. Quand vous parlez, vous n'entérinez pas l'idée des élections. Vous êtes en train de parler d'un problème en gestation, ce que vous pensez être en gestation. Pour finir, je dois quand même rencontrer un point. M. Abraham, d'abord, le chef de l'État n'a pas été le choix du président Kagame. Il n'a pas été le choix du président Kagame, je ne vais pas donner des détails là-dessus. Lorsque nous avons procédé à la réunification de notre pays avec les 1+4, le président Kagame nous a à ce jour ouvert, si je dis ouvert, pas directement mais indirectement, au moins 4 différents fronts avec des armées. Nous avons connu l'épisode Bosco Tangad, nous avons connu l'épisode Moutebous, nous avons connu l'épisode Kunda et nous avons connu l'épisode M23. Laissez-moi vous dire qu'ils ont tous été battus par la personne qui s'appelle Joseph Kabila. Si vous pensez aujourd'hui que vous allez ouvrir un nouveau front avec vos nouveaux alliés, vos nouveaux amis, vous serez battus. N'allez pas mentir les Congolais pour parler des choses. Et la présentatrice de l'émission, je suis très content de faire l'émission devant elle parce qu'elle a travaillé dans une émission ou dans une commission, je ne sais pas, qui avait quand même permis que nous puissions arriver à l'accord avec les M23. Elle en connaît peut-être certaines choses. Vous serez battus si c'est ça votre schéma. Maintenant, si vous ne voulez pas de ce schéma, quand vous avez déjà écarté les schémas de transition sans Kabila, parce que ça connaît une défaite avant même que vous puissiez ouvrir ces fronts, alors préparez-vous pour les élections. Voilà, c'est l'alternative. Si vous voulez que ça se passe comme le deuxième tour au Kenya, ou les élections reprises au Kenya, qu'il n'y ait pas de candidats en face, nous irons sans les candidats en face. Voilà. Le 23 décembre, vous n'y croyez pas apparemment, au dire de Papi Tamba, et vous ne vous préparez pas non plus. Madame, d'abord, c'est complètement faux. Je tiens à rappeler ici que nous avions déclaré qu'il y a un nouveau président de la commission électorale permanente. Pour ceux qui connaissent nos textes et savent comment l'UDPS fonctionne, et d'ailleurs je suis très heureux parce que c'était le candidat que je souhaitais, Jacquemin Chabani, qui a de l'expérience et qui pourra mener la vision du président Félix Tshisekedi jusqu'à terme. Deuxièmement, prétendre que nous ne nous préparons pas. Bon, je ne sais pas qui sont vos informateurs au sein du parti, mais j'aimerais vous dire que je suis heureux parce que vous n'avez pas cette information-là. Ça voudrait dire que vous avez tapé à la mauvaise porte et que nous avons bien commencé à verrouiller
parce que nous connaissions les fuites de ceux qui avaient l'habitude, dès qu'on terminait une réunion, de tout pouvoir vous transférer. Je suis heureux et je félicite le responsable de la sécurité par ailleurs. Pour revenir, madame, à ce que j'ai entendu ici, front militaire, l'UDPS pendant des années, si nous sommes à la 3e décennie, nous n'avons jamais pris les armes, nous ne les prendrons pas. Nous ne les prendrons pas, ce n'est pas notre schéma. Félix Tshisekedi est aujourd'hui en mission diplomatique, il n'a pas rencontré un seul militaire, il a été dans les différents Sénats, rencontré de la Belgique au Canada, aux États-Unis où il est passé. Je ne vais vous donner que ce qu'on a envie de vous donner. Il a rencontré qui il devait rencontrer pour convaincre ici du bienfait que l'on parle de la transition sans Joseph Kabila. Par ailleurs, la réussite de ce travail diplomatique, c'est ce que le Congrès américain a dit. Je crois qu'il y a une lettre qui est arrivée du Sénat plutôt américain qui enjoint le président Joseph Kabila à conduire ce pays vers des élections. C'est ce que Macron a dit également avec tout le monde. Nous revenons au problème crucial, c'est lequel? Élection et en respect. Quand on revient au respect de l'accord, l'accord de la Saint-Sylvestre ne se limitait pas simplement à avoir un Premier ministre ou encore ici la mise sur pied du CENSA. D'ailleurs, regardez ceux qui nous ont quittés pour leur ventre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en guerre entre eux. J'ai appris que le responsable de la CNSA a été défenestré par ses amis. Bref. Non, mais quand vous parlez de la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est juste l'aspect lié à la nomination du Premier ministre que vous intéresse. Non, je dis, madame, il n'y a pas que celui-là. Je dis, l'accord, c'est un tout. Oui, mais tant que Félix Tshisekedi n'est pas Premier ministre, on dira toujours de l'accord qui n'a pas été mis en application. Il a dit clairement le 24 avril 2018 au terrain Njili Sainte-Thérèse qu'il n'est pas intéressé, ni preneur, ni demandeur, malgré que l'on nous envoie tous les jours, tous les soirs des émissaires pour essayer de le convaincre. Il a dit, niet, nous devons aller aux élections, je vous regarde en face, pour que le 23 décembre, et nous croyons que nous avons les chances de battre n'importe quel candidat, qu'il ait de l'argent ou pas, qu'il soit connu ou pas. Nous avons, je crois, la force qu'il faut pour pouvoir réussir. Et là, je crois que nos amis de l'UDPS nous ont également écoutés quant aux stratégies à mettre en place. De la majorité. Non, de l'UDPS d'abord, parce qu'en interne, parce qu'il dit que nous avons des idées à porter, oui, on écoute, nous sommes dans un débat démocratique, nous avions apporté nos idées. Donc ici, j'aimerais que les Congolais sachent que nous n'allons pas nous engager, nous ne sommes jamais engagés, et nous ne nous engagerons jamais dans un schéma militaire comme ils sont en train de l'espérer ou le croire, parce qu'eux sont venus par les armes, contrairement, les nôtres sont des armes qui sont les textes, la légalité, la légitimité que l'on devrait obtenir au travers des élections. Madame ? Vous êtes quand même dans une coalition où différentes tendances peuvent opter pour une option différente. Madame, dès l'instant où ces tendances auraient à se lever pour porter d'autres options, nous avons toujours ce droit de pouvoir nous retirer et nous le ferons. Je crois que le combat du DPS ne se fait pas à cause... Nous ne voulons pas ici sacrifier des Congolais, ils souffrent déjà assez. Nous voulons que les Congolais ici qui se prennent en charge, comprennent que ce n'est que par les élections que nous allons devoir sauver ce pays. Par ailleurs, regardez, c'est bien de commencer une guerre. Comment l'achève-t-on? Je sais qu'en face, ils ont l'expérience, ils l'ont faite plus d'une fois. Donc nous n'avons pas cette expérience-là, nous ne l'avons jamais fait, quand bien même on a essayé de nous lier avec plusieurs mouvements, à un certain moment ce fut, il pourra vous le dire, plusieurs mouvements ici paramilitaires, on a dit oui, l'UDPS, voilà, a fait ceci, de Papa Tshisekedi au Joao Félix, non. Chez nous, c'est le combat démocratique, nous parlons avec nos bouches, nous nous battons avec notre intelligence pour arriver à des résultats. Et tenez-le pour dire, M. Papitamba, les élections chez nous, c'est une priorité, mais ce que nous demandons, ce n'est pas qu'on les a liés aux 40 questions. Madame, l'OIF vient de sortir, vient de terminer son rapport, j'ai voulu qu'on en parle. Le rapport de l'OIF, nos techniciens, nos représentants qui ont été sur place, qui n'ont eu droit qu'à 30 minutes pour pouvoir regarder ce qu'il y avait dans le serveur, nous sommes quand même arrivés à une conclusion. Combien de fictifs y a-t-il? Combien de personnes n'ont été enrôlées? C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que le fichier doit être vu. Il y a c'est 9 millions. Je crois qu'il connaît le chiffre. Plus de 9 millions de personnes qui doivent être retirées. Comment se fait-il que M. Nanga, qui a toute cette expertise, aurait pu laisser 9 millions lorsqu'on parle d'un fichier qui a 40 millions de personnes enrôlées et qui a 9 millions, madame, on parle d'environ 22, 23, 25%. À qui ces fictifs allaient-ils servir? Nous demandons qu'ils soient nettoyés correctement et nous allons devoir avancer. Plus grave encore, l'UDPS a écrit officiellement Aubin Minakou pour que soit remplacé son rapporteur. Pourquoi cela traîne-t-il? Pourquoi?
Madame, on sent ici une volonté en face délibérée de pouvoir quoi? De pouvoir verrouiller et de nous amener vers je reviens vers vous tout à l'heure. Et madame, j'espère que tout à l'heure, on parlera aussi de cette fameuse machine. La machine à voter, on n'en veut pas. Qui fait partie des questions. Il faut nettoyer le fichier électoral. Abraham Lokabanga parle de 9 millions de faux électeurs qu'il faut mettre de côté. Et à toutes ces questions, apparemment, qui peuvent nous amener à penser qu'on est parti pour la gloire. Les 23 décembre, peut-être qu'il n'y aura rien, mais vous semblez y croire, dur comme fer. Merci beaucoup, madame. Quand on se prépare pour les élections, ça ne peut pas se faire en cachette, c'est ridicule. Ça montre qu'on ne se prépare pas. Tout le monde sait que les PPRD ou la majorité présidentielle se préparent aux élections et il y a des actions qui les demandent sur le terrain. Pour revenir au nettoyage de ce qu'ils appellent ou qu'ils sollicitent pour être le nettoyage du fichier électoral, c'est quand même ridicule, M. Abraham. Ce n'est pas vous qui pouvez sortir ça. Il y a 16% dans le fichier électoral des personnes identifiées sans empreinte digitale. Ce ne sont pas des gens exfiltrés. La loi électorale a réglé ces problèmes. Il y a 2 éléments d'identification dans la loi électorale. C'est notamment les empreintes digitales, mais aussi la photographie. Ce qui voudra dire que pour ces personnes-là, il y a toujours moyen de les identifier par la photographie, qui est un autre élément que vous devez comprendre que c'est un élément concurrent à l'empreinte digitale. Vous avez longtemps vécu en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Lorsque les services de police procèdent à la vérification d'identité, certes, ils commencent par votre visage pour vérifier la validité de votre identité, c'est-à-dire lier la personne qui est en face d'eux par rapport à la personne qui voit sur la carte d'identité. Mais en cas de doute, c'est alors qu'ils vous amènent sur les postes de police. C'est pour un deuxième élément d'identification qu'on appelle l'empreinte digitale. Alors, vous pensez qu'en République démocratique du Congo, c'est un monde à créer ou c'est un monde qui doit avoir de nouveaux principes? Ces gens-là ne sont pas à exfiltrer. Les présidents du centre, selon la loi électorale, seront tout simplement instruits. C'est de vérifier tout simplement que ces personnes-là, les visages, qui est un élément d'identification, correspond bien à la personne qui est à l'urne. Voilà au moins l'élément de réponse que vous devez peut-être aller dire dans vos réunions secrètes. Parce que les élections pour vous doivent faire l'objet des réunions secrètes. Allez-y dire dans vos réunions secrètes que c'est une information à apporter, je l'ai dit gentiment sur les plateaux. Madame, sur la machine à voter, c'est un peu ça la question que vous avez posée, il faudrait quand même que je puisse directement y renchérir. Moi, il y a une chose que jusqu'à ce jour, que j'attends de la part de nos amis qui contestent la machine à voter, c'est de nous amener des éléments d'explication crédibles, de savoir comment peut-on tricher avec la machine à voter. Jusqu'à ce jour, quand je les entends, ils sont superficiels. Je veux savoir comment la personne qui est dans l'urne, qui choisit son candidat, qui reçoit l'imprimé, qui reprend ses candidats, qui il vérifie outre mesure et qui dépose dans l'urne, comment cette personne-là, comment cette machine maintenant peut transformer le bulletin qui est dans l'urne en un autre bulletin. Cette question-là, si Abraham peut m'apporter l'explication ici, peut-être je changerai ma position. Mais jusqu'à ce jour, quand nous les entendons, ils sont dans autre chose que dans ce que nous voulons entendre d'eux. La majorité présidentielle a besoin de remporter les élections haut la main sans tricherie. Si la machine à voter, c'est un élément qui peut amener la tricherie, démontrez-le nous. Et nous serons là pour vous rejoindre dans vos prises de position, pour réclamer que la machine à voter soit écartée. Voilà, vous allez prendre la parole. Donc la machine à voter remplace en fait les bulletins, le gros bulletin qu'on a eu. Non, c'est à lui qui conteste la machine à voter. Il va prendre la parole après moi. Je vais l'écouter très religieusement et les éléments d'explication qu'il me donnera pourra, je prends les téléspectateurs à témoin, faire que je change ma position sur la machine à voter tout de suite. C'est-à-dire que le choix, je fais peut-être un commentaire, le choix du candidat est imprimé sur un bulletin qui est placé dans l'urne, donc il y a toujours possibilité à la fin de vérifier, de recompter, savoir si les résultats donnés correspondent au nombre de bulletins, par exemple. Excusez-moi. Non, on a plus 4 minutes et puis on va donner une minute de temps de parole à chacun. J'ai perdu 20 secondes parce que j'ai un petit rire qui me 4 minutes. Des pays organisés, industrialisés, qui ont l'expertise des votes, tels que les États-Unis, connaissent des problèmes avec la machine à voter.
jusqu'à ce jour. Et les Américains ont une difficulté pour faire un choix, parce qu'il y a déjà eu de la tricherie avec ces machines. Qui ne se souvient pas de ce qui s'est passé en Floride, entre Al Gore et George Bush? C'était quoi? Toujours cette histoire de machine à voter. Dans certains États, il a été, tout récemment, aux dernières élections, même de Donald Trump, peut-être vous ne suivez pas, peut-être l'anglais, parce que vous êtes beaucoup plus francophone, cette machine pose problème. Madame, devrions-nous revenir, et c'est grave, monsieur voudrait que je fasse ici une démonstration, mais quand l'ambassadeur de la Corée du Sud, le représentant du président, vous dit clairement, et nous dit clairement, nous Congolais, que son pays se désolidarise, ne crédibilise pas le producteur de cette machine, émet des doutes. Je crois que tout ambassadeur qui est dans un pays, qui va chercher à nouer des contacts et faire gagner des marchés à son pays, ne tiendrait pas ce genre de langage. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de cachotterie? Nous avons posé des questions techniques au niveau de la CENI. C'est quoi le programme qu'il y a dans le serveur? Comment les choses se font-ils? Est-ce qu'on peut avoir accès à la machine? Mais si la CENI n'a rien à cacher, donnez-nous une machine. Donnez des machines à chaque parti politique, qu'elle puisse voir comment cela fonctionne. On va voir 90 000 bureaux ici. Et d'ailleurs, plus grave, madame, vous étiez dans cette salle au Parlement le jour où Corneille Nangaa fait la démonstration d'une machine qui est tombée en panne, monsieur Papi Tamba. Devant, et je crois que la RTNC a fait une retransmission en direct. Les dieux du Congo, les esprits du Congo vous ont mis à nu. Le jour où, avec tout son sérieux, l'homme qui gère cette CENI indépendante est venu faire une présentation, la machine est tombée en panne. Pourquoi? Pourtant, je suppose que ça devait être la meilleure des machines. C'est un signe. Deuxièmement, madame, on va voir plus de 90 000 bureaux. Allez-vous nous garantir que vous avez 90 000 groupes électrogènes? Prenons le cas que dans chaque bureau, il n'y a qu'une seule machine. Si elle tombe en panne, parce que tous les ordinateurs arrivent des fois à faire des bugs, c'est-à-dire, elles s'arrêtent, vous faites quoi? Vous les remplacez par quoi, chers messieurs? Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas ici fourbes. Nous avons vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Nous disons qu'en Inde, elle n'a pas été utilisée. Ils sont à combien de millions? Pourquoi? Ici en Russie, il vient d'avoir élection il n'y a pas longtemps. Ce ne sont pas les mêmes machines. Pourquoi on ne peut pas apprendre des autres? Pourquoi on veut innover, croire qu'on va créer la roue en RDC? Ils ont aussi eu des livrets à la Nos partenaires, commençant par les États-Unis, c'est une question comme ça, nous ont demandé de ne pas, vous ont demandé officiellement, c'est vous qui gérez, que cette machine ne soit pas utilisée. Il n'y a pas que les États-Unis. Tout le monde a demandé qu'on puisse certifier que cette machine est valable et qu'elle peut fonctionner. Maintenant, je ne suis pas informaticien, mais j'aimerais vous dire, avec simplement réfléchissant. La première chose, c'est qu'au niveau de l'isoloir, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque vous devez voter, vous rentrez dans l'isoloir seul. Que dirait-on d'une maman qui a 65 ans, qui n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, qui va rentrer, va voir un écran tactile devant elle? Il faudra que quelqu'un puisse l'aider à passer son vote. Ça, c'est une première chose. Est-ce que vous allez faire ici une vulgarisation de l'utilisation de cette machine afin que toute la population congolaise y soit aguerrie? Je suis sûr, je peux vous mettre parier ici que si l'on sort dans cette rue de Kinshasa, pourtant la grande capitale, peu de Congolais savent utiliser un écran tactile. De deux, monsieur, ce sont des paramètres. Vous pouvez avoir la photo de M. Papi Tamba, qui en interne est lié au nom qui s'appelle Lwakabwanga. Chaque fois que vous appuyez Papi Tamba, en interne, ça codifie Lwakabwanga. À la fin, madame, vous avez un document qui sort, Papi Tamba. Mais c'est Lwakabwanga qui, en interne, parce que c'est la machine en interne qui ne sort pas. Excusez-moi. Cela a été démontré et j'invite les Congolais à aller sur les réseaux sociaux YouTube, regardez machine à voter. Vous allez voir, les démonstrations ont été faites dans toutes les langues, en russe, en polonais, en hongrois. Nous n'attendons que les Congolais la fassent en lingala. Cela existe, madame. Nos techniciens l'ont fait, l'ont déjà démontré. Et c'est grave qu'à votre niveau, vous croyez que nous, à l'UDPS, nous ne sommes pas assez sérieux et que nous lançons ce que nous lançons simplement par plaisir. Non. Nous voudrions, et tenez-le pour dire, nous ne craignons aucun candidat qui vienne, qu'il soit friqué ou pas. Parce que l'échec de votre gestion est connu de tous les Congolais. Vous les avez chosifiés, vous les avez rendus comme tels qu'ils sont rendus. Et aucune de personnalité de chez vous ne peut tenir un débat politique dans ce pays. Merci. 2 minutes pour conclure. Je donnerai une profonde déception. J'ai écouté Abraham avec une attention très soutenue et je suis malheureusement obligé de rester dans ma soif qui nous apporte un jour des éléments convaincants. Monsieur Abraham,
vous avez manifesté une ignorance criante des procédés de machine à voter. Voilà. Et ça me frustre un peu. Aux États-Unis d'Amérique, c'est un vote électronique. Oui. La machine à voter ne consacre pas de vote électronique. Merci. Laissez-moi vous donner des éléments de réponse. Deuxièmement, M. Abraham Lokwaban, lorsqu'une maman se présente dans l'urne et que la maman ne sait pas écrire, il y a ce qu'on appelle le vote assisté. La maman a toujours quelqu'un choisi par elle à ses côtés qui vote pour elle, sans la machine à voter. C'est un Qui connaît l'utilisation de la machine à voter. J'ai dit sans la machine à voter. Chez moi, en Demba, vous avez demandé à une dame de venir. Vous êtes témoin qu'elle est tentée de me prendre mes minutes. C'est important que je vous réponde. On en tiendra compte. Je dis que la maman qui entre dans l'urne avec les votes à papier, cette maman-là s'est fait assister par quelqu'un de son choix lorsqu'elle ne sait pas écrire. Et ça sera le cas pour la machine à voter. Vous êtes en train de parler des groupes électrogènes. Mais c'est Abraham. Vous savez quand même ce qu'on appelle l'autonomie d'une batterie. L'élection dans notre pays s'est fait de 7h à 17h, on ferme les centres de vote. Les batteries des machines à voter ont une autonomie de 24 heures. Celle du palais du peuple est comment pas. Je suis en train de vous dire. Considérez, j'ai dit que je suis en train d'apporter. J'ai dit que les batteries des machines à voter ont une autonomie. Soyez seulement gênés. Apprenez des choses que vous ignorez jusque-là. Vous allez rapporter cela à l'IDPS. Rien du tout. Je suis en train de dire ceci, que l'autonomie de la batterie de la machine à voter est de 24 heures. Et les votes se passent de 7 à 17 heures. Lorsqu'il y a une panne, la CENI a prévu, non pas par bureau de vote, mais par centre de vote des machines de réserve. Et les centres de vote sont liés. Ce qui voudra dire que s'il y a une panne, ça ne mettra pas longtemps pour qu'on puisse se remplacer par une autre machine à voter. C'est comme pendant pas longtemps. Je suis en train... Abraham, vous avez posé des faits ici. J'étais très attentif. Je voulais à la fin changer mon opinion sur la machine à voter en vous écoutant. Vous le ferez changer. Je suis en train seulement de balayer un point par un pour dire que ce que je constate, c'est un manque d'information criant de votre part et à travers vous de l'IDPS. La CENI n'a pas à donner une machine à voter par parti politique pour qu'ils puissent expérimenter la machine à voter. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pas à vous de le dire. La CENI peut faire, et la CENI le fait, la démarche inverse. C'est d'inviter les partis politiques pour aller voir les modes de fonctionnement de la machine à voter. Lorsque les PPRD, l'OIF n'est pas la machine à voter. Non, je dis, mais il y a eu un contrôle. La machine à voter, la CENI vous a invité. La machine, plutôt la CENI vous a, bien entendu, la CENI vous a invité. Comme aussi la CENI a invité les PPRD. Quand nous sommes allés, non pas seulement la CENI a procédé à la démonstration, mais la CENI a aussi laissé aux gens qui étaient là, notamment moi, je faisais partie de la délégation, de poser des questions. C'est parce que j'ai eu des réponses à mes questions que je peux vous en parler aisément. On a encore le temps. Lorsque vous allez rentrer dans votre parti politique, et peut-être votre président, monsieur aussi, qu'il organise peut-être une séance de rattrapage. Faites une chose, demandez à la CENI qui peut soit déplacer des machines chez vous, à condition que vos combattants soient gentils ces jours-là. Sinon, on est quand même d'accord. Sinon, tu vois que tu te contredis. Il dit que je me contredis. J'ai dit que la machine n'a pas à confier la machine à un parti politique, comme vous l'avez dit. Mais la CENI a à inviter les partis politiques à l'expérimentation. Quand on vous invite, la machine peut être à un endroit X ou à un endroit Y, ça ne dérange pas. Mais c'est à la CENI de faire les procédés. Mais ça, vous comprenez français, surtout je parle un mauvais français, selon certains de vos amis, ça devait encore être plus facile pour vous. Vous savez que ça devait encore être plus facile. J'ai dit ça devait encore être plus facile pour vous de comprendre ce que j'ai dit. Donc, tous les éléments de contestation venant de votre part, malheureusement pour vous, renforcent encore davantage ma conviction que vous êtes dans des faux fouillants. Il n'y a pas d'argument valable. Madame, je crois qu'il a parlé de 2 minutes. On peut je vous prendrai quand même quelques secondes parce que vous avez... pas de souci. Allez, 2 minutes, juste 2 minutes. Je vais résumer. Vous avez ici essayé de balayer 40 questions. Vous savez pourquoi on a posé 40 questions? Ce sont nos techniciens. Et nous en avons. En interne comme en externe. Qui ont posé des questions précises, des questions techniques. Et jusqu'à présent, et nous savions, en français, on les appelle des cols. C'est-à-dire, toutes questions sont liées. Dès que vous en répondez à l'une, elle entraîne réponse à l'autre. Et je crois que M. Nanga, et je réitère ici la demande, que ce questionnaire nous soit remis avec les réponses. Parce que c'est notre droit. Si vous nous empêchez d'avoir accès à la machine, on vous pose des questions sur son mode de fonctionnement. Et répondez-nous. Ça ne devrait pas être un secret. Pourquoi c'est un secret jusqu'à ce jour? Pourquoi il nous faut 2 mois?
Parce qu'au travers de ces questions, madame, et là je regarde le peuple congolais, parce que nous avions essayé de tout verrouiller, nous savons qu'au travers des réponses qui nous seront données, eh ben, nous organiserons une bonne conférence pour expliquer en clair ce qui a été fait. Madame, la science aujourd'hui a évolué. Les techniciens sont un peu partout. La première formation aux États-Unis que l'on fait aujourd'hui, c'est la protection de l'informatique. Vous y voyagez assez souvent. C'est l'un des métiers qui rapporte le plus. Security. Pourquoi vous entendez tous les jours qu'on vous dit il y a une brèche, les Chinois ont essayé de rentrer, ont essayé d'hacker le serveur américain, ceci, cela. C'est à ce niveau-là que la guerre se passe aujourd'hui dans les pays industrialisés. Et nous avons des spécialistes congolais qui nous aident dans cette matière. Et ce n'est pas simplement ce petit schéma qui a été concocté par Nanga et ceux qui l'ont poussé à faire cette tricherie au travers le producteur de cette machine, recusé par son ambassadeur. Oh. Et ça, c'est grave. Ça, j'ai même oublié. Et maintenant, oui, mais et poussons plus long. Et pourquoi nous la demandons, madame? Et ceux qui croient que nous avons des faux fuyants, croyez-vous que la première force politique d'opposition de ce pays aurait peur de qui? 30 secondes. Pour quel bilan? Vous avez créé combien d'emplois dans ce pays? Qu'est-ce que vous avez fait? Toujours, comme aujourd'hui, je vois, pose une première prière de quelque chose qui ne viendra pas derrière? C'est ça que vous allez nous apprendre? Vous allez les poser, les pierres, il n'y a pas de souci, on viendra terminer le travail. Vous allez poser les pierres et sérieusement, nous viendrons terminer. C'est sur cette note-là que vous concluez. 2 sons de cloche est terminé. Je vous réinviterai, hein, je promets. La semaine prochaine, on reviendra sur ce plateau, sur le même thème. Donc, merci beaucoup alors. On n'en finira jamais. Alors, on a eu 4 émissions sur ce sujet. Mais je crois que la population est encore sur sa soif. Rediffusion jeudi minuit. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez branchés sur la RTNC, la radio, télévision nationale congolaise, l'église, au milieu du village. Et bonsoir.